Donc nous avons vu dans les vidéos précédentes quel était le contenu d'un article scientifique. Cette vidéo va s'intéresser à la forme et au style dans lequel vous devrez écrire votre article. Donc ce style, c'est le style scientifique. Et le conseil que vous ne voulez pas suivre, c'est le conseil qui est donné ici dans cette diapositive par le senior. Vous voulez être le plus clair possible, le plus précis possible, afin que votre lecteur comprenne comment vous avez obtenu vos résultats. Donc une recommandation générale de la revue du British Medical Journal, c'est d'écrire dans un langage clair, direct et actif. Donc les mots-clés du style scientifique, c'est la clarté, la concision et la précision. Donc il faudra garder ces mots en tête quand vous écrirez votre article. Alors, comment être clair et concis? La première chose à faire, c'est faire des phrases courtes et efficaces. Donc vous utilisez peu de mots par phrase, 10 à 25 mots dans une phrase, et vos phrases vont être les plus synthétiques possibles en éliminant tout point mort. Donc par exemple, des fois on écrit lors d'un premier jet comme c'est bien connu, as it is well known, et cela n'a aucun intérêt. Il faut absolument éliminer ce bout de phrase et le remplacer par des références parce que c'est beaucoup plus précis. Une autre phrase que parfois on a envie d'écrire dans la discussion, c'est « It should be emphasized that ». Donc on doit insister sur le fait que, on doit noter quelque chose. Cela est totalement inutile. Compte tenu du fait que vous voulez écrire un article concis, si vous parlez de quelque chose dans votre article, c'est que cela vaut le coup d'insister dessus. Et donc c'est pas la peine d'indiquer au lecteur que vous insistez sur quelque chose. Ensuite, il existe beaucoup de mots relativement vagues comme methodological profile, important, qui n'a pas le même sens en anglais qu'en français. Donc ces mots généralement peuvent être éliminés de votre article. Vous allez aussi veiller à éliminer des morceaux de phrases qui affaiblissent votre message. Ce sont notamment les mots de couverture. Donc qu'est-ce que c'est un mot de couverture? Ce sont des mots... C'est un mot qui va introduire un certain niveau d'incertitude dans ce que vous dites. Donc en tant que scientifique, vous voulez bien sûr conserver cette incertitude et ne pas dire des choses comme « nous avons démontré quelque chose » ou « nous avons prouvé quelque chose ». Bien sûr, vous voulez rester prudent. Mais parfois, on est un peu trop prudent. Donc, par exemple, on pourrait écrire « nos données pourraient suggérer une possible relation ». Dans cette phrase, il y a 3 mots de couverture. Il y a le modal may, qui introduit du doute, suggest, introduit du doute, et possible aussi. Donc on peut en supprimer un certain nombre pour remplacer par exemple par nos données suggèrent une relation. Enfin, les adverbes aussi sont généralement inutiles. Donc on en écrit beaucoup lors de la première version de l'article et au fur et à mesure des révisions. À chaque fois que vous voyez un adverbe, vous pouvez vous interroger sur son utilité. Et dans la plupart des cas, vous conclurez que vous pouvez le supprimer de votre phrase. Il existe aussi un certain nombre de choses que l'on dit par des moyens un petit peu détournés. Par exemple, on va dire la majorité des patients, alors qu'on pourrait utiliser l'adverbe most. Ou on pourra utiliser a number of au lieu de many. Donc il faut, autant que possible, privilégier ces mots courts parce qu'ils vous permettent de gagner en concision et aussi ils vous permettent de gagner en dynamisme, ils rendent votre phrase un peu plus vivante. Alors une autre façon de rendre votre texte vivant, c'est de respecter l'ordre logique de la phrase. Donc c'est-à-dire qu'on va privilégier la voix active et éviter la voix passive, dans le cas général. Donc la voix active, c'est celle qui respecte l'ordre logique de la phrase, le sujet, puis le verbe, et enfin l'objet. Donc par exemple, les chats mangent les souris. Au contraire, la voix passive renverse cet ordre, et on commencera par l'objet, puis le verbe, et éventuellement on mettra le sujet. Donc les souris sont mangées par les chats. Donc on privilégie autant que possible la voix active car elle est plus facile à lire vu que le sujet et le verbe sont à côté.
et c'est beaucoup plus vivant. Ce style est aussi recommandé par les revues, on l'a vu au début de cette vidéo dans les recommandations du BMJ. Et même dans les meilleurs articles, par exemple l'article de Watson et Crick dans Nature en 1953, utilise le we. Donc, we wish to suggest a structure for the salt of DNA. Donc, on utilise la voix active. Le sujet, ce sont les auteurs. Donc, on utilise we. Et puis le verbe et enfin les compléments. Donc, la voix passive, on évite de l'utiliser, sauf quand le sujet n'est pas connu ou bien quand on veut mettre l'accent sur l'objet. Donc, cela va avoir une utilité dans la rédaction d'un article scientifique, surtout dans la partie méthode. Dans la partie méthode, ce qui est important, c'est ce qui a été fait et pas vraiment qui a fait ces choses-là. Puisque dans la partie méthode, le sujet de l'action est le plus souvent sous-entendu puisque ce sont les auteurs. Les auteurs ont inclus des patients, les auteurs ont fait des analyses, etc. Donc c'est pas la peine d'écrire le sujet. Donc plutôt que d'écrire « We recruited patients », on peut dire « Patients were recruited », puisque l'accent, il porte sur l'objet ici. Et le sujet est sous-entendu les auteurs. Les fonctions cognitives étaient mesurées à baseline. Vous voulez insister sur ce qui était mesuré et pas qui a mesuré. Un modèle de régression linéaire a été utilisé et pas qui a fait le modèle de régression, puisque c'est sous-entendu. Et enfin, ici, vous voulez insister sur le fait que c'est l'étude qui a été autorisée par un comité d'éthique, plutôt que de dire que c'est le comité d'éthique qui a approuvé l'étude. Donc on peut utiliser une voix passive aussi. Autre conseil pour faciliter la lecture, c'est de ne pas utiliser de synonymes pour les mots-clés de votre article. Donc vous avez peut-être toujours en tête un instituteur en CM1 qui vous disait « il faut utiliser des synonymes dans vos rédactions ». Quand on écrit un article scientifique, ce n'est pas du tout l'objectif, on n'utilise pas de synonymes et on répétera autant que nécessaire les mots-clés. Parce que si vous utilisez deux termes pour dire la même chose, vous allez engendrer de la confusion pour votre lecteur qui va se dire si il utilise une fois un terme et une fois l'autre terme, c'est que probablement l'un ne veut pas dire exactement l'autre. Donc si pour vous c'est un synonyme, vous n'utilisez qu'un seul mot-clé. Enfin, autant que possible, on évite les abréviations et les acronymes, sauf si vos abréviations sont tellement standards et connues par tout le monde du niveau de ADN. Sinon, on les évite. Si vous devez en utiliser, il faudra les écrire en toutes lettres lors de la première citation dans l'article, bien sûr, mais aussi dans le résumé et dans chaque tableau et chaque figure. Quelques conseils supplémentaires pour l'écriture de vos articles. Le mot data, qu'on utilise beaucoup, est en fait un mot pluriel, donc il faudra le conjuguer comme un mot au pluriel. Aussi, une erreur qui est très souvent faite par les auteurs francophones, c'est sur le genre des pronoms. En français, on utilise le masculin par défaut. En anglais, ce n'est pas politiquement correct d'utiliser le masculin par défaut. Donc par exemple, vous voulez dire le patient et son aidant devaient avoir 65 ans ou plus dans cette phrase. Donc là, ça sous-entend, comme c'est écrit, the patient and his caregiver, ça sous-entend que le patient était un homme. Alors, vous ne pouvez pas écrire cela en anglais, donc là, vous avez deux choix en fait. Soit on met tout au pluriel, donc ça va résoudre le problème. Patients and caregivers devaient avoir 65 ans ou plus. Ou alors, on prévoit tous les cas, the patient and his or her caregiver. Donc le patient et son aidant, au masculin et au féminin, devaient avoir plus de 65 ans. Quand on parle de noms de médicaments, on utilise les dénominations communes internationales et pas les noms de marques, bien sûr, pour parler à une audience internationale. Donc pour résumer, dans l'écriture de votre article, vos objectifs, c'est de faciliter la lecture. C'est la responsabilité de l'auteur de faire le plus clair et simple possible pour le lecteur. Donc ça passe tout d'abord par le respect d'un ordre logique en faisant votre plan.
en utilisant des phrases courtes, en utilisant la voix active, et tout le temps d'avoir en tête ces deux mots-clés, clarté et concision. Après, votre autre objectif, qui est très important aussi, c'est d'être précis. Donc il va falloir choisir les mots justes, aller jusqu'à un niveau de détail qui peut varier selon ce que vous êtes en train d'expliquer. Et pour cela, il faudra veiller à utiliser les tableaux et les figures et peut-être même les matériels supplémentaires si vous n'avez pas assez de place dans l'article pour donner suffisamment de précision pour votre lecteur.